Capsule d'information se rapportant à la santé et au mieux-être. Voici une capsule audio où je vais faire la lecture d'extraits de différents articles que je vais également commenter qui sont en relation avec la santé et le mieux-être. Tout d'abord, un article que j'ai lu que j'ai trouvé extrêmement intéressant s'intitule Le sucre rend-il accro comme la cocaïne? Donc, un article de la presse que vous allez pouvoir retrouver en bas de la vidéo suivante, là, si vous avez envie de le lire là, naturellement. J'ai trouvé intéressant. Je vais vous lire certains passages de l'article que je vais commenter. L'idée est que le sucre agit sur le circuit de la récompense dans le cerveau, qu'il le modifie de façon durable et qu'il conduit, chez certains individus, vers une addiction. C'est la même chose que pour la cocaïne, l'héroïne, l'alcool, le cannabis et la nicotine, affirme Serge Ahmed, directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique à Bordeaux, en France. Donc ici, on a un chercheur, là, j'arrête la lecture pour commenter un peu, qui affirme que le sucre dans le fond, rend dépendant comme différentes drogues ou substances addictives. C'est intéressant à savoir. Il défend il défend la thèse controversée, ce chercheur. Là, je reprends la lecture, que le sucre crée une dépendance comme la cocaïne. C'est pas rien, là. Parce que des fois, on entend dire, le sucre, ça rend aussi dépendant que la cocaïne. Ben là, en lien avec ce propos qui est souvent tenu par plusieurs personnes, j'ai décidé d'approfondir, et c'est la raison, entre autres, qui m'a amené à lire cet article-là, et à en venir à la conclusion, en lisant l'article, qu'en effet, le sucre peut créer une dépendance comme pour la cocaïne. Et on met du sucre un peu partout dans les aliments. Là, les gens, il faut qu'ils allument qu'à quelque part, on cherche à nous rendre accros. À un moment donné, j'ai eu cette réflexion que souvent dans les restaurants rapides, il y a beaucoup d'éléments sucrés. Je nommerai pas les noms des restaurants, mais je passais en revue plusieurs restaurants québécois. Puis on a regardé, si le restaurant il va servir des beignes, c'est sucré. Ensuite, lorsque le restaurant, il y a des desserts, même les plats principaux avec la nourriture, du pain, c'est du glucose, c'est sucré. Quand que je parle de pain, les restaurants qui avec de la pizza, par la suite, il va y avoir souvent des spaghettis, des lasagnes. Tout ça, c'est quand on regarde la pâte, à la base de la pâte, c'est du sucre. Souvent accompagné d'une boisson gazeuse. La boisson gazeuse, c'est plein de sucre. À un moment donné, je réalisais que, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, que finalement, on cherche tout le temps, par le système qui est mis en place, à nous exposer à du sucre. Et comme on voit dans l'article, là, je vais élaborer plus dans les prochaines minutes, mais l'idée, c'est que si quelqu'un est dépendant au sucre, puis à quelque part, ça stimule le circuit de la récompense dans le cerveau, à chaque fois que la personne va au restaurant, eh bien, ça renforce à quelque part son attachement au sucre. Quelqu'un fait une association mentale entre une dose de sucre qui va stimuler le circuit de sa récompense, puis une sortie au restaurant. Puis beaucoup de restaurants qui sont très populaires, c'est très sucré. À un moment donné, j'avais parti à rire parce que il y avait eu un projet pilote qui avait été fait avec une aréna ici au Québec, un endroit où il y a des parties de hockey. Et au lieu de servir ce qu'on va appeler de la malbouffe ou de la nourriture très sucrée ou très grasse, il avait décidé de servir du brocoli, des petits morceaux de brocoli, des morceaux de carottes. Ben non, ça n'a pas eu de succès. Au lieu de servir de la grosse poutine avec du fromage ou des boissons gazeuses, ben non, ça n'a pas eu de succès. Pourquoi? Parce que depuis le développement de l'ère industrielle, l'entreprise agroalimentaire a conditionné les gens à manger du sucre et on devient dépendant au sucre.
Donc, de créer le sevrage du sucre pour retourner à une alimentation qui est plus saine, c'est-à-dire qui est moins transformée. Mais non, manger du brocoli, manger du céleri à l'état brut, c'est pas populaire. Moi, je connais pas de restaurant de fast-food qui met l'emphase là-dessus en Amérique du Nord. Mais pourtant, c'est l'essence de la santé. Et récemment, j'ai été chez le dentiste, puis j'observais à partir d'un tableau qui était présenté là, en affichage électronique en attendant mon dentiste, dans la salle d'examen. Puis là, on voyait que l'un des éléments qui occasionne le plus de caries, c'est pas la banane, c'est pas la pomme, c'est pas le fromage. On les voyait toutes par état de gradation. Non, c'était les boissons sucrées qui sont remplies de sucre. Donc, c'est un aliment transformé. Et c'est sûr que si j'observe ce phénomène-là dans une perspective par rapport aux origines de l'humanité, nos ancêtres dans des temps lointains, le sucre qu'on connaît en grande quantité, il était rare. Et on est programmé sur le plan biologique pour chercher le sucre pour des raisons de survie historique. C'est-à-dire que c'est un mécanisme qui était adapté il y a plusieurs millénaires. Parce que dans la nature, on va retrouver le miel des abeilles, mais comme on veut pas avoir des abeilles qui nous poursuivent, c'est pas nécessairement évident de se procurer le miel. Et dans un passé lointain, le sucre était rare et les êtres humains avaient tendance à être confrontés à des périodes de famine ou des périodes de disette. Donc, prenons par exemple le cas de gens qui vivaient en forêt. Ils étaient soit des cueilleurs, soit des chasseurs. La journée où ils n'attrapent pas d'animaux à manger, il faut qu'ils fonctionnent en fonction de leurs réserves. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que le sucre qu'on peut entreposer dans le corps, de le chercher en grande quantité, c'était intelligent. Parce que, à quelque part, l'être humain avait besoin de réserves caloriques pour faire face à des périodes de disette ponctuelles, liées au fait qu'à un moment donné de journée, il n'y a pas de nourriture. Il puise dans ses réserves. Donc, le sucre était adapté dans un contexte extrêmement lointain. Et là, je vous parle ici d'un contexte qui était avant celui de l'agriculture, là. Donc, dans un contexte lointain, notre programmation biologique est adaptée, sauf que la société humaine s'est tellement développée rapidement, entre autres avec l'industrialisation rapide qui s'est produite en Occident dans les 150 dernières années, que notre biologie, elle n'a pas suivi. Autrement dit, on a un système biologique qui est adapté essentiellement en fonction d'une période qui n'existe plus. Parce que il y a tellement de changements importants dans les dernières décennies que le corps biologique ne peut plus s'adapter, ce qui fait que on peut avoir facilement tendance à chercher le sucre puis être accro. Dans un contexte de pénurie ou de rareté, puis d'avoir des réserves caloriques, c'est intelligent pour y faire face, c'est pertinent, mais dans un autre contexte où la nourriture sucrée est abondante un peu partout, ça ne l'est pas. Mais les industriels ont tout intérêt à nous garder dépendants du sucre parce que c'est ce qui fait consommer, entre autres. On va le voir un petit peu plus loin dans l'article. Il est question, en fait, que le sucre, on en met partout parce que ça favorise la consommation. Les gens ont tendance à plus manger en lien avec du sucre. Donc, je vais continuer la lecture de l'article. Dans un soda, par exemple, le sucre est dilué dans l'eau. Il passe ainsi très rapidement dans le sang et donc le cerveau. Il provoque une hyperglycémie qui monte très vite et retombe aussi très rapidement. On se retrouve donc avec une amplification de phénomènes normaux. Le circuit de récompense est stimulé de façon artificielle. Donc, c'est sûr que le soda, c'est une invention récente dans l'histoire. Et il y a 30 000 ans ou il y a 300 000 ans, il n'y en avait pas de boissons gazeuses qui étaient produites sous une chaîne de montage comme on a aujourd'hui. Donc, on n'est pas adapté à ça, mais ça crée une forme de stimulation très grande qui garde les gens accros. Sinon, dans l'article, il est dit, dans nos études, nous avons pris des rats qui ont consommé de la cocaïne pendant des semaines et qui ont escaladé leur consommation. Puis, quand on leur donne le choix entre une dose intraveineuse de cocaïne et une boisson sucrée à la concentration de cola,
Les rats arrêtent la coke pour choisir la boisson sucrée. Donc, ici, il met quand même des nuances, là, le chercheur. Je ne dis pas qu'il faut appliquer cela à l'homme et je ne dis pas que c'est une preuve, mais c'est un indice. Et quand on les met tous ensemble, ça prend de l'ampleur. Ben oui, si il y a des rats qui, dans le fond, préfèrent le sucre d'une boisson gazeuse comme un cola plutôt que la coke, ben c'est parce qu'on a un problème là, ici, là. Et si c'est vrai pour eux, ben il y a des certaines probabilités que ça serait vrai aussi pour certains êtres humains, là. Ensuite, je vais continuer la lecture. On distingue une addiction par les comportements. Or, avec le sucre, on voit des gens qui finissent par manger plus que ce qu'ils avaient l'intention de manger avant de commencer, qui ont le désir persistant de réduire leur consommation, mais qui n'y arrivent pas, même s'ils sont conscients des conséquences négatives, qui vivent même du sevrage affectif. Certaines personnes qui cessent de manger des produits riches en sucre vivent beaucoup d'anxiété et d'irritabilité. Donc, ce sont des symptômes établis d'addiction. Donc, j'arrête la lecture. Ben oui, quelqu'un qui arrête, c'est des symptômes du manque. Quelqu'un qui vit de l'anxiété, d'irritabilité, c'est un petit peu comme quelqu'un qui fait une cure par rapport à la consommation de cocaïne, d'héroïne, etc. C'est quelqu'un qui prend une drogue dure puis qui arrête. Il y a des symptômes de sevrage qui peuvent apparaître parce que la drogue a une incidence sur le circuit de la récompense et la chimie également du cerveau. Donc, c'est important d'être lucide par rapport à ça. Ensuite, je reprends la lecture. On pourrait plaider que le problème n'est pas le sucre, mais la nourriture en général. Les gens aiment aussi beaucoup le gras et le sel, par exemple. Là, il y a quelqu'un, le journaliste dit ça, puis l'autre répond, le chercheur, c'est vrai. Mais on note que le gras seul n'amène pas tant de problèmes. Des études montrent que le gras seul n'active pas le système de la récompense, ou alors très faiblement, alors que le sucre seul l'active très fortement et la combinaison sucre et gras booste cette activation. Peut-être parce que le gras change la façon dont le sucre stimule les récepteurs gustatifs. Quant au sel, je ne pense pas qu'on puisse parler d'addiction. Dès qu'on dépasse un certain seuil, le sel crée une aversion. Ce n'est pas le cas avec le sucre. On ajoute du sucre partout et ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il stimule la consommation. Donc, j'arrête ici momentanément la lecture pour commenter. Ce que j'observe, c'est que ce qu'il dit, c'est dans mon vécu, c'est vrai, dans le sens qu'on va mettre du sel. Puis à un moment donné, quand c'est trop salé, une soupe ou que ce soit un repas, on n'a plus le goût de le manger. Ça crée une aversion. Tandis que le sucre, c'est comme un trou sans fin. On peut commencer à manger un beigne, un deuxième beigne, un troisième beigne, ça n'arrête pas. Donc, tout ça pour dire que, à quelque part, c'est que il me semble que le sucre me semble un peu plus problématique que d'autres substances. Mais il faut regarder que quand que je regarde au niveau de l'industrie alimentaire, on va à un restaurant. Prenons par exemple un restaurant qui va servir, j'en ai un en tête mais je nommerai pas le nom, gratuitement du popcorn. À ses clients. Bon, les clients peuvent être contents. Ah, le popcorn est gratuit. Ouais, mais le popcorn est extrêmement salé. Pourquoi? Ben, parce que si c'est très salé, les gens vont avoir soif. Or, s'ils ont soif, ils risquent de consommer davantage de breuvages, que ce soit des breuvages sucrés, de l'alcool, etc. Donc, le fait de donner accès à des gens du popcorn, ça peut être une façon calculée de manipuler les gens pour les amener à avoir soif et ensuite consommer davantage de breuvages. Donc, d'offrir gratuitement du popcorn, ça peut représenter une dépense pour un commerce, mais si en réalité la personne consomme des produits d'une valeur supérieure au popcorn par la suite, prenons par exemple de la bière, du vin, c'est extrêmement rentable d'agir ainsi. Ça représente une forme d'investissement par rapport à une consommation potentielle de clients dans un commerce. Et si on regarde le principe du sucre, que si on commence à prendre quelque chose de sucré, notre organisme va vouloir rechercher encore davantage de sucre.
bon, ben, c'est un petit peu le même principe. On donne accès à des produits sucrés, puis là, la personne commence par acheter un beigne, ensuite, elle va acheter un deuxième beigne, troisième, et ainsi de suite, puis elle devient comme insatiable par rapport au sucre pour retrouver l'effet de stimulation rapide associé à la consommation de sucre. Ensuite, je vais continuer la lecture. Le journaliste qui pose des questions par rapport à Serge Hammet est intéressant. Il pose des bonnes questions. Moi, j'ai beaucoup aimé la discussion qui est présente dans le cadre de cet entretien par rapport à l'article. Et l'une des questions c'est pas une question, mais c'est un commentaire. Il dit, on ne peut pas faire de surdose de sucre. Pourtant, alors qu'on peut faire des surdoses de cocaïne. Et là, le chercheur répond, je ne dis pas le contraire, il ne semble pas pour le sucre exister de doses maximales tolérables. Par contre, le sucre peut rendre malade. Pensez au diabète. C'est une substance qui n'est pas toxique de façon aiguë, mais chronique. Donc, j'arrête la lecture ici. Ben, c'est intéressant de voir ça. C'est-à-dire que la subtilité du sucre, c'est que ça peut entraîner des problèmes chroniques extrêmement pernicieux, mais que les gens ne le voient pas à court terme. Ils peuvent le réaliser à long terme, mais souvent les dommages sont trop tard, dans le sens que si la personne est atteinte d'un niveau de diabète élevé elle peut pas renverser sa situation ou très difficilement sa condition, ben elle a vivre en prenant de l'insuline, donc des substances pour compenser la problématique. Donc, tout ça pour dire que le sucre n'est pas anodin et c'est entre autres la raison pour laquelle j'ai fait cette petite capsule en lien avec la lecture d'un article qui porte sur le sucre parce que dans la vie de tous les jours, on est exposé à une grande quantité de sucre, surtout en contexte de l'industrie alimentaire qui met l'emphase là-dessus. À un moment donné, c'est ça, je passais en revue qu'est-ce qu'il y a dans les différents restaurants. J'étais dans un centre d'achat, je regardais les différents restaurants, puis j'avais l'impression que l'essentiel qui est bon pour la santé n'est pas présenté ou très faiblement. Comme manger des carottes à l'état cru, des brocolis, des céleris. Moi, j'en mange beaucoup, là. Quand que je parle de ça, parce que souvent les gens vont dire « Ouais, tu parles de ça, mais j'aime pas ça. » Ou, bon, c'est vos affaires. Ou est-ce que tu le fais de manger des fruits et des légumes crus? La réponse est oui. Et ce que j'observe, c'est que l'essentiel de ce qu'on nous offre au niveau des fast-food, des restaurants rapides, bien, c'est souvent de la malbouffe. L'essentiel, à un moment donné, je regardais en fonction de paramètres ancestraux, puis l'essentiel de ce qu'on nous offre n'est pas aligné avec l'alimentation auquel on pouvait y avoir accès sur Terre il y a 3000 ou 6000 ans. Donc, les problèmes qu'on a sur le plan contemporain, puis j'ai écouté beaucoup de documentaires en lien avec ça, c'est en relation avec l'alimentation industrielle qui met l'emphase sur la consommation de sucre. À un moment donné, j'écoutais un documentaire, c'était par rapport en Australie, où il était question que la santé des aborigènes s'est dégradée au contact des colons. Et la raison est que les aborigènes se sont mis à boire des boissons gazeuses puis avoir une alimentation industrielle là, comme les Nord-Américains et les Occidentaux. Alors que sur le plan ancestral, des cas de diabète ou de problèmes de santé comme on retrouve en Occident, il n'y en avait pas, ou très peu, en Australie. Et il était question dans le documentaire que finalement, ce qui était plus salutaire pour les Autochtones, c'était retourner à une alimentation ancestrale. Et si c'est vrai pour eux, peut-être que c'est vrai pour certains d'entre nous. Et arrêter de consommer du sucre, c'est pas évident. J'ai eu une certaine facilité presque... Ouais, je peux dire que c'est une facilité déconcertante d'arrêter de manger de la viande rouge. Dans mon cas, j'aimais pas ça.
Bon, il y en a qui vont faire la promotion d'arrêter de manger de la viande rouge. Il y a quelques années, j'avais tombé sur un article. Il était question que selon des recherches, la viande rouge était cancérigène et il y avait l'Organisme mondial de la santé là, qui avait alarmé l'opinion publique là, par rapport à ça. Et bon, quand j'ai tombé sur l'information, moi j'avais déjà arrêté de manger de la viande rouge, mais arrêté de prendre du sucre, pour être honnête avec vous. Dans mon quotidien, je prends du sucre. C'est sûr, ça prend une certaine dose de sucre pour faire fonctionner le cerveau, mais tout est la question de savoir jusqu'où, puis éviter les abus. C'est ça le défi là, par rapport à ça. Mais en lien avec l'article que je vous ai parlé, l'essentiel, c'est de réaliser qu'à quelque part, si on a des rats, comme je le disais tantôt, je pense que l'élément punch de l'article que je vise à retenir suite à sa lecture, c'est essentiellement l'idée que si des rats, dans le fond, vont préférer, qui ont le choix entre la cocaïne et du sucre, vont préférer le sucre, ben à quelque part, ça fait voir à quel point ça peut être addictif, le sucre, là, rendu à ce stade-là. Parce qu'on va tout le temps dire, les drogues dures, cocaïne, héroïne, ça crée une addiction beaucoup plus grande que d'autres formes de drogue. Mais là, si on voit que le sucre crée une dépendance plus grande chez eux que des formes de drogue qu'on va dire dures, là, on a un questionnement à avoir là, en lien avec ça quand même important. Là. Puis ça montre aussi l'ampleur de l'impact du sucre là, sur ces animaux. Donc, c'est ce qui complète la lecture de l'article par rapport au sucre et à la cocaïne. À présent, voici la lecture d'un article que je vais commenter qui va porter sur les bienfaits des animaux de compagnie, ce que certains appellent la zoothérapie, parce qu'il peut y avoir des bienfaits thérapeutiques qui se rapportent à la présence d'animaux. Donc, vous allez avoir le lien web de l'article qui s'intitule « Les animaux de compagnie savent quand nous avons besoin de support émotionnel ». Donc, je vais lire certains passages de l'article. Il est commenté là, par la suite. Selon une recherche menée à l'Université de l'État de New York en 2002, vivre avec un animal diminue davantage le stress que d'être avec un conjoint, la famille ou un ami. Qui plus est, les Centers for Disease Control and Prevention, donc ça c'est des centres de santé américains, je continue la lecture, croient que le fait d'avoir un animal de compagnie est très bénéfique pour les personnes souffrant d'hypertension. C'est écrit ceci, si vous avez un chien autour de vous, votre tension artérielle est plus basse, a déclaré Marty Baker, consultante vétérinaire. On sait aussi que s'occuper d'un animal de compagnie peut être bénéfique pour la santé du corps, mais aussi pour la santé mentale. Une étude de 2016 a exploré l'apport des animaux de compagnie dans la vie sociale des personnes ayant des problèmes de santé mentale à long terme, par exemple la dépression. Elle a révélé que les animaux de compagnie peuvent apporter un sentiment de sécurité et de soutien émotionnel et social à leur maître souffrant de dépression. Un animal de compagnie peut vous rappeler que vous n'êtes pas seul. Les animaux offrent un amour inconditionnel qui peut être extraordinairement apaisant quand on se sent isolé, a expliqué coach de vie Désiré Wierzicki. Désolé pour la prononciation, là, c'est pas un nom de famille qui est commun pour moi. Mais là, c'est ça, j'ai lu pas mal de paragraphes de l'article. Mais ça parle essentiellement des bienfaits des animaux de compagnie. C'est sûr que leur présence est thérapeutique. Je m'intéresse aux animaux de compagnie étant donné que je vis présentement chez moi seul avec un chat. Et j'ai bénéficié beaucoup de sa présence, notamment là, pendant la période liée à la crise sanitaire où il y avait des mesures de confinement qui étaient propices à l'isolement. Donc, ça a été d'ailleurs une période clé où il y a une augmentation de la demande de la population ici au Québec où je vis
par rapport aux animaux de compagnie. Il y a même la valeur d'animaux de compagnie qui avait augmenté, même des animaux de compagnie qui avaient été volés. J'avais lu des articles là-dessus. Donc dans la période de confinement, parce que les gens voulaient pas vivre seuls, puis quand on réalise les bienfaits associés à la présence d'un animal, ils sont nombreux. Je vais continuer à lire l'article. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il y a des aquariums sont présents dans plusieurs cliniques dentaires? C'est que la science affirme que les animaux comme les poissons peuvent abaisser la tension artérielle et réguler la fréquence cardiaque. Désireur Wiersicki est d'accord avec les recherches et explique comment les animaux de compagnie produisent un effet relaxant sur leurs propriétaires. Selon elle, le toucher aide à augmenter le taux d'ocytocine et à réduire le cortisol, la triste célèbre hormone liée au stress. Elle dit que caresser simplement notre chien ou notre chat peut déjà améliorer notre humeur. J'arrête ici la lecture pour commenter un peu. Je suis en accord avec elle. Donc, si on part du principe que quelqu'un, par exemple, qui est seul, la personne s'est confinée chez elle, elle bénéficie pas du toucher des autres, surtout dans un contexte de pandémie où les contacts corporels ne sont pas valorisés, mais on dit aux gens de rester à 2 mètres des autres. La personne est plus susceptible de sécréter des hormones qui sont autres que celles de l'ocytocine qui est liée, dans le fond, au contact avec les êtres humains, ou ça peut être les animaux aussi. C'est lié au toucher qui crée un effet relaxant. Donc, autrement dit, si la personne est seule chez elle, à quelque part, c'est sain d'avoir un animal de compagnie parce que si elle peut pas toucher régulièrement, par exemple, une amoureuse ou un amoureux, ça lui permet de compenser le manque de contact corporel avec un conjoint. Puis, à ce moment-là, bénéficier du contact corporel avec l'animal qu'elle peut prendre dans ses bras, que ce soit un chat, un chien. Si l'animal se laisse faire, là, naturellement, il y en a qui sont plus affectueux que d'autres. Donc, le toucher peut être très apaisant là, en situation de stress et, comme on le voit dans l'article, peut réduire la production de l'hormone du cortisol et à la place amener l'organisme humain à produire comme hormone celle de l'ocytocine. Donc, c'est intéressant. On poursuit la lecture. On sait aussi que l'exercice physique est bénéfique pour les personnes déprimées. Dans une étude intitulée The Benefits of Exercise for the Clinically Depressed, on a découvert que les endorphines du bien-être que l'on dégage lorsque nous faisons de l'exercice aident à améliorer l'humeur des personnes souffrant de dépression. Évidemment, les personnes qui sont responsables d'animaux ont tendance à avoir plus d'occasions de faire de l'exercice que celles qui ne le sont pas. Par exemple, les propriétaires de chiens doivent les promener afin de les garder en pleine forme. Sans oublier que le fait de remplir ce devoir envers notre animal de compagnie est déjà suffisant pour nous donner un but et le sens des responsabilités. Ça, c'est un autre bénéfice aussi. Donc, c'est sûr que les animaux, ça amène à bouger plus. Bon, en particulier pour un chien qu'on va sortir régulièrement, mais même avoir un chat, je veux dire, à chaque jour, il faut changer la litière, ensuite donner l'eau, donner la nourriture. Donc, mais c'est sûr, je trouve que c'est moins qu'un chien là, quand même, là, en termes d'activité physique. Mais tout de même, il y a ça. Je vais continuer à la lecture de l'article. Donc, la coach de vie, Wiersicki, a expliqué comment la dépression l'empêchait d'accomplir quoi que ce soit et combien c'était difficile. Bon, elle fait référence à une personne. Puis comme le chien a besoin de sortir et de faire l'exercice au quotidien, la personne qui a le chien n'a d'autre choix que de sortir avec lui, même si, quand elle est en dépression, elle a plus le goût de bouger. Donc, ça l'a amené à aller à l'extérieur et à améliorer par la suite son humeur, puis le sentiment d'efficacité personnelle aussi à la personne qui va s'occuper d'un chien. Donc, quelqu'un qui peut se dévaloriser, qui se sent incompétent, s'il est capable de s'occuper d'un chien, puis le chien est en santé,
ben, la personne peut être fière de ça puis restaurer son sentiment de compétence là, au niveau psychologique. Il est écrit par la suite, pour les psychologues, garder un animal de compagnie est synonyme de responsabilité dans sa vie. Et le fait de donner des responsabilités aux personnes déprimées contribuerait à améliorer leur état de santé mentale. Il est donc fortement recommandé aux personnes souffrant de dépression de s'entourer d'animaux de compagnie. Ainsi, elles ont quelqu'un qui a besoin d'eux et avec qui elles peuvent passer du temps. Et plus ces personnes jouent et caressent leurs animaux de compagnie, mieux elles se sentent. Comme le dit le docteur Nio, l'acte de donner peut être très conscient et très thérapeutique. Donc, j'arrête ici la lecture. C'est sûr que les gens qui ont fait l'article, ils parlent de recommander la présence d'un animal à des gens déprimés. Donc, c'est sûr que par rapport à l'article, c'est ça, plus qu'on caresse l'animal de compagnie, les gens mieux se sentent parce qu'ils vont sécréter l'hormone de l'ocytocine de l'attachement au lieu, par exemple, du cortisol qui peut être généré par rapport à des ruminations anxieuses. Donc, c'est intéressant. C'est un bel article, je trouve, au niveau de la vulgarisation scientifique à l'égard des bienfaits là, d'avoir un animal de compagnie. Et comme je l'ai trouvé intéressant, ben, j'ai eu l'idée de vous le partager et de faire une capsule audio là, par rapport à ce dernier. Si vous avez envie de le lire en détail, bien entendu, comme mentionné précédemment, vous allez pouvoir retrouver le lien web là, qui se rapporte en bas de cet enregistrement. L'exposition à la lumière favoriserait la capacité d'apprentissage de l'individu. C'est en fait la conclusion que j'en viens en faisant la lecture d'une partie de l'article suivant, dont je vais faire la lecture et commenter. En fait, l'article s'intitule « 6 astuces pour renforcer son mental et sa santé », qui provient du site internet psychologie.com. Je vais vous partager le lien là, naturellement en bas de l'enregistrement d'aujourd'hui pour les gens qui ont envie de le lire plus en détail, l'article auquel je fais référence. Donc, je vais commencer par faire la lecture et par la suite commenter. Il est écrit ceci. « Nous devenons plus rapides quand la lumière est intense. La lumière a la capacité de nous rendre plus intelligents en agissant directement sur notre cerveau. Nous devenons plus rapides quand elle est forte. Des scientifiques américains ont montré que, sous des lumières trop faibles, certaines fonctions de notre cerveau baissent en capacité. Ils ont découvert que rester dans des pièces mal éclairées diminue notre aptitude à apprendre et à mémoriser. Ainsi, les chercheurs ont démontré que chez les rats musqués soumis à de faibles éclairages, la capacité de l'hippocampe baisse de 30%. Situé dans le cerveau, l'hippocampe joue un rôle clé dans la mémorisation. La bonne nouvelle, c'est que cet impact est réversible. Si on expose des rats ayant vécu dans la pénombre à des éclairages puissants, ils récupèrent au bout d'un certain temps leur vivacité intellectuelle. Là, c'est sûr, c'est intéressant, j'arrête la lecture ici, de voir l'impact que ça a, dans le fond, sur le fonctionnement de l'hippocampe. La lumière, là, ça a été testé sur des animaux. Je vais continuer la lecture. Chez les enfants, les scientifiques ont noté à nouveau que les performances scolaires étaient meilleures dans les classes très bien éclairées. Un dernier exemple pour la route. Après avoir passé 2 heures dans la salle obscure d'un cinéma, certaines personnes rencontrent des difficultés à se souvenir où elles ont garé leur voiture. La mémoire est perturbée. On se sent drôle à la sortie. Selon les chercheurs, le manque de lumière freine la production d'orexine, hormone qui agit sur le bon fonctionnement de la mémoire et de l'apprentissage. Donc, j'arrête ici la lecture de l'article pour commenter. Par rapport au cinéma, je trouvais ça intéressant dans le sens que si on va au cinéma puis il y a moins de lumière qui fait en sorte que c'est moins propice à stimuler l'hippocampe dans le cerveau qui favorise la mémorisation, est-ce que ça veut dire que si on va au cinéma voir des films dans le noir, on risque de moins se rappeler des films?
Ce qui fait en sorte que va falloir les revoir dans une situation peut-être avec plus d'éclairage pour s'en rappeler davantage le contenu du film. C'est une question à se poser, là. Donc, et c'est sûr que l'article a un intérêt pratique dans le sens que, après avoir lu cet article, ben, ce que ça me donne comme information, c'est que si j'ai étudié pour apprendre quelque chose, par exemple, si j'étudie des notions d'anglais, ben, je suis mieux de le faire dans une pièce qui est très bien éclairée, parce que ça va être plus propice à la stimulation, en fait, de la zone de cerveau qui est l'hippocampe qui favorise la mémorisation. Donc, c'est la logique que je comprends derrière l'article. Et comme je trouvais ça intéressant parce que ça avait un impact concret sur ma vie, ben, j'ai décidé de vous le partager là, en faisant une lecture là, du passage que je trouvais plus intéressant. À présent, je vais faire la lecture d'un article qui porte sur la contamination des fruits et des légumes là, par rapport à la présence de pesticides. Je vous mentionne tout de suite que c'est un article qui date de quelques années. Par contre, c'est possible qu'encore aujourd'hui, les mêmes fruits et légumes soient contaminés. Donc, dans cette optique-là, je vous partage le contenu. C'est sûr que c'est un article pour les gens qui m'écoutent un peu partout dans le monde qui s'adresse plus aux réalités ici de l'Amérique, là, dans le sens que c'est un article qui a été écrit dans un journal au Québec en lien avec des données par rapport aux États-Unis. Donc, élément important à préciser. Vous allez retrouver le détail là, de ce dernier en bas de l'enregistrement à présent. Donc, c'est le titre « Quels sont les fruits et légumes les plus contaminés ?» Donc, il est écrit ceci. La fraise est encore une fois cette année l'aliment qui contient le plus de résidus de pesticides selon une compilation effectuée par un groupe environnemental américain qui répertoriait les fruits et légumes les plus contaminés. La fraise se retrouve au premier rang puisque les échantillons testés contenaient en moyenne des résidus de 7,8 pesticides, tandis que la moyenne chez les autres aliments testés était de 2,1 pesticides par échantillon. Donc, j'arrête momentanément la lecture pour vous dire, ben, ce qui est dit dans le fond, ce qui risque d'avoir plus de pesticides, c'est la fraise. Donc, moi, ce que ça me donne comme information, à part acheter des fraises qui sont certifiées biologiques, ben, ça donne pas le goût d'acheter des fraises. Donc, je continue la lecture. Le groupe environnemental EWG analyse chaque année des tests effectués par le département de l'agriculture américain. Fait que c'est pour ça tantôt que j'arrête un petit peu la lecture ici. C'est pour ça tantôt que je faisais cette petite mise en garde parce que ça s'adresse à la réalité là, par rapport aux États-Unis. Bon, c'est sûr que où ce que je suis au Québec, on est au nord du pays des États-Unis, donc ça risque d'avoir un impact sur nous parce qu'on importe beaucoup de nourriture aux États-Unis. Mais ça se peut aussi qu'on ait des pratiques similaires là, en matière de pesticides là, par rapport à certains aliments. D'où la pertinence de l'article. Donc, pour les Québécois. Il est écrit ceci maintenant. Il classe les fruits et légumes selon la présence et la concentration de différents résidus de pesticides. Ceux-ci peuvent se retrouver sur nos tablettes puisque nous importons beaucoup des États-Unis. Inquiétude pour les enfants. Bien que la quantité de pesticides trouvés ne dépasse pas en général les normes américaines, leur présence inquiète bien des experts. On ignore les effets d'avoir plusieurs pesticides en même temps sur un aliment. Il peut y avoir des synergies, c'est-à-dire que la présence de deux ingrédients pourrait faire augmenter leur toxicité, explique Louise Hainaut-Etier, directrice des projets scientifiques à la Fondation David Suzuki. Les plus grandes inquiétudes se trouvent chez les insecticides qui pourraient nuire au développement du système nerveux de l'enfant. On soupçonne aussi que les pesticides pourraient être des perturbateurs endocriniens, ce qui interférerait avec la fonction reproductive, ajoute Maryse Bouchard, professeure en santé environnementale à l'Université de Montréal. Donc, j'arrête ici l'article. C'est sûr que
on met en lumière le fait que d'exposer entre autres des enfants à des pesticides, ça se peut que ça leur nuise notamment à leur développement, d'où la pertinence de se préoccuper de la présence ou non de pesticides par rapport aux animaux, pas aux animaux, mais par rapport aux aliments qu'on va ingérer dans la vie de tous les jours. Donc, je continue. Les 20 fruits et légumes les plus contaminés en pesticides. Le palmarès des fruits et des légumes les plus contaminés est déterminé en fonction de la présence des différents résidus de pesticides et de la concentration qu'on y trouve. Donc, en première position, fraises, 99% des échantillons testés contenaient des résidus d'au moins un pesticide. Environ 20% des échantillons contenaient des résidus de 10 pesticides ou plus. Là, je vais continuer, mais je ne donnerai pas nécessairement le détail. Là, il y a les épinards, la nectarine, les pommes. Je ne sais pas si vous êtes comme moi des amateurs de pommes, mais en lisant ça, ben ça m'a confirmé la pertinence là, d'acheter des pommes biologiques, ce que je fais là, d'ailleurs depuis plusieurs années. Par rapport aux pommes, il est écrit ceci, 90% des échantillons testés contenaient des résidus de pesticides. Ces échantillons contenaient en moyenne 4,4 pesticides. Je poursuis. 5 raisins. Ensuite, pêche, cerises, poires, tomates, céleri, patates, poivrons, tomates cerises, pois mange-tout, laitue, bleuet, piment fort, prune, chou, kale, concombre. Donc, je viens de lire les 20 fruits et légumes là, qui peuvent encore porter davantage. Bon, ben c'est sûr que quand on lit ça, ça peut être intéressant de passer en revue par la suite les aliments et légumes, les fruits et légumes, pardon, qu'on va manger dans le quotidien. Dans mon cas, souvent, ce que je vais acheter, c'est du céleri, mais bon, j'achète biologique, je suis correct. Pour ce qui est des pois mange-tout, j'en ai pas trouvé dans les épiceries biologiques. Donc, à ce moment-là, ben, j'en mange pareil, même si c'est des pesticides. Ensuite, les bleuets. C'est sûr qu'une fois de temps en temps, j'aime ça, manger des bleuets, mais à date, j'en ai pas vu qui étaient certifiés biologiques. Par la suite, je vais continuer la lecture. Les fruits et les légumes qui contiennent peu ou pas de résidus de pesticides. Donc, on a la liste de ceux qui sont bien. C'est mon petit commentaire que je fais. Je reprends à lire ce qui est écrit. Bien que la présence de résidus de pesticides dans les aliments peut en inquiéter plusieurs, la solution n'est cependant pas d'arrêter de manger des fruits et des légumes, mais plutôt de diversifier ceux que l'on consomme. On peut aussi favoriser les aliments qui contiennent moins de résidus, d'où on retrouve la liste à droite, et se tourner vers le biologique pour ceux qui sont plus contaminés. Donc, je fais la lecture maintenant de la liste des 15. 1. Avocat, maïs sucré, ananas, chou, oignon, petits pois congelés, papaye, asperges, mangue, aubergine, melon miel, kiwi, cantaloupe, chou-fleur, brocoli. Donc, j'en ai fait la lecture. Je viens de réaliser que spontanément, j'ai dit cantaloupe. Dans la façon commune de parler au Québec, on dit cantaloupe. Et là, je viens de repenser à l'animateur radio qui est décédé depuis un certain nombre de mois, André Arthur, qui avait déjà dit en ondes, on ne dit pas cantaloupe, on dit cantalou, qui est la vraie façon de prononcer le mot. Alors, je me reprends. Donc, en mémoire de cet animateur qui avait un parler particulier. Et bon, en lisant ça, ceux qui en contiennent peu ou pas, bon, ben, c'est sûr, j'achetais des fois des avocats, c'était certifié biologique, mais même si ça n'aurait pas été certifié biologique, c'était quand même bien. Même chose pour les kiwis. Sinon, ben, des fois, je prenais des asperges que j'achetais qui sont pas certifiés biologiques. Même chose pour les oignons, le brocoli. Brocoli, ça m'a surpris qui disent qu'il y a peu de pesticides. Parce que j'avais déjà écouté dans un documentaire sur l'alimentation l'information à l'effet qu'il fallait nettoyer aussi le brocoli comme fois avec de l'eau parce qu'il faut avoir des résidus de pesticides.
Donc, je suis un petit peu surpris pour le brocoli. Sinon, ben, c'est sûr, cette liste-là, vous allez l'avoir en bas de l'enregistrement. Là, des fois, ça peut être intéressant de la prendre en considération pour voir où est-ce que ça peut être pertinent ou non là, d'apporter des ajustements là, par rapport aux fruits et légumes que vous consommez. En fait, la liste m'a confirmé dans la pertinence de continuer à acheter biologique, là, le céleri, ensuite, naturellement, les pommes auxquelles je faisais allusion. Donc, c'est ça. Fait que, c'est ça. Je vais compléter donc cette petite capsule au sujet des fruits et légumes. À présent, je vais vous partager de l'information par rapport à la théorie des 4 types de cerveau selon l'hormone qui prédomine dans la personne. Donc, ça affecterait notre fonctionnement et Helen Fisher qui a développé cette théorie. En fait, c'est une anthropologue américaine, chercheuse en comportement humain et auteure de plusieurs livres de développement personnel et chercheuse à l'Institut Kinsey, selon Wikipédia. Elle a développé une théorie à l'effet que les gens vont avoir un type d'hormone qui prédomine chez eux et là, ça va influencer leur comportement social et plus particulièrement leur comportement amoureux. Donc, ça va être question à présent, en fonction d'un article dont vous allez avoir le lien web là, en bas de l'enregistrement et bien entendu, le lien aussi pour passer un test en ligne gratuit qui va vous permettre de voir par rapport aux 4 profils différents lequel ou lesquels vous rejoint davantage parce qu'il est question d'un profil principal et un profil secondaire. Donc, j'ai moi-même fait le test en ligne. J'ai trouvé ça très intéressant. Fait que c'est pour ça que je vous en parle maintenant. Par contre, le test, il est en anglais. Donc, c'est ce que je voulais mentionner. Par rapport à l'article au sujet des 4 cerveaux, je vais commencer à faire la lecture. Bien sûr, nous avons tendance à choisir des personnes du même niveau intellectuel et social. L'apparence, les valeurs religieuses et familiales influencent aussi. Mais Hélène croit que tout cela se superpose à quelque chose de plus profond. Notre physiologie, notre type hormonal. J'arrête momentanément la lecture. Donc, souvent, les gens, quand ils vont chercher un partenaire amoureux ou ça peut être des collègues de travail, etc., ils vont regarder en fonction de différents critères. Mais l'un des critères fondamentaux qui est rarement abordé, ça va être le type hormonal du cerveau, c'est-à-dire c'est quoi le type d'hormones qui prédomine dans le cerveau d'une personne qui, par la suite, vont influencer le type de comportement qu'elle va avoir. Donc, on va parler à ce moment-là d'une forme de déterminisme comportemental lié aux hormones qui doit être pris en considération. Donc, c'est de s'arrêter à ça qui est le but de la capsule. Donc, cette dimension-là qui est rarement abordée. Donc, je continue la lecture de l'article. Helen Fisher travaille depuis de nombreuses années comme consultante scientifique principale pour le site de rencontre Match.com, analysant une base de données de milliers d'utilisateurs à la recherche d'un partenaire. Cela lui permet de découvrir les schémas de formation de certains couples et pourquoi d'autres se brisent en morceaux. Parmi les différentes hormones, dopamine, sérotonine, estrogène ou testostérone, l'une d'entre elles prédomine dans le cerveau d'une personne et nous tombons amoureux des gens qui, pour ainsi dire, complètent la formation de notre cerveau ou sont en harmonie avec celui-ci. Parce que certaines hormones qui sont complémentaires, qui vont créer des attractions, alors que dans certains cas, c'est autre chose. Donc, je continue la lecture après cette petite parenthèse. C'est un article sur sympa.com. Bon, je vais poursuivre. Bon, la croyance populaire selon laquelle tous les hommes sont égaux n'est rien plus qu'un mythe. Si ça ne marche pas avec l'un, ça ne marchera pas avec l'autre et aussi un mythe. Fisher croit que les hommes et les femmes sont divisés en 4 types en fonction de leur personnalité. Pour une relation longue et saine, il est très important de choisir le bon type de personne. Cependant, tu n'auras pas besoin de le faire artificiellement. La nature elle-même t'aidera, tu n'as qu'à écouter ton cœur. Les 4 types sont décrits ci-dessous afin que tu puisses t'identifier. Bon, j'arrête pas mentalement la lecture, c'est-à-dire les gens intuitivement vont aller vers des personnes plutôt que d'autres. Là,
C'est sûr que quelqu'un peut passer le test pour voir lequel titre qu'il rejoint davantage, mais souvent ça se fait intuitivement. Donc, je vais lire là, sur les différents profils. Donc, premier, explorateur. Pour décrire l'explorateur, les mots créativité, curiosité, passion pour l'aventure, impulsivité, indépendance, tout viennent à l'esprit. En même temps, ils sont très libéraux et flexibles, n'ont pas peur d'enfreindre les règles et de suivre leur propre voie. Un taux élevé de dopamine est responsable du désir de plaisir. Il encourage les gens de ce type à essayer constamment quelque chose de nouveau, à acquérir de nouvelles sensations et à rechercher des activités extrêmes. Sur les recherches du Dr Fisher, ce profil correspond à environ à 26% des personnes hommes et femmes. Par rapport à ce profil-là, ce qui est écrit, le meilleur partenaire, un autre explorateur, ils ont besoin de quelqu'un d'énergique et désireux de partir pour de nouvelles aventures. J'arrête ici la lecture. Donc, je trouvais ça intéressant parce que ce qui me... En fait, par rapport à ça, j'ai déjà observé des gens qui avaient ce profil-là. Tu sais, je pense entre autres à quelqu'un... ben là, je fais plus tellement là, d'entrevues avec des invités, là, à part Berthold ou Mona, mais dans ma vie personnelle, j'ai discuté récemment avec quelqu'un. Lui, c'est un gars qui aime les activités extrêmes, là. Tu sais, ça peut être le saut en parachute, le saut en bungee. Il aime les sensations extrêmes puis les défis. C'est-à-dire qu'il va aimer, entre autres, faire des trucs là, qui l'amènent à sortir des sentiers battus. Il n'aime pas la routine. Il a déjà pris de la drogue aussi. Puis c'est sûr que la drogue, etc., ben ça va faire fonctionner là, le circuit là, lié à la dopamine, qui est associé là, au profil explorateur. Donc, le profil explorateur qui cherche les sensations fortes, l'intensité. Je l'ai présenté. Ensuite, le deuxième profil, constructeur. Donc, je vais en faire la lecture de 100 fois. Capable de dialogue et de compromis, prudent et conservateur, les constructeurs sont attachés à leurs amis, à leur maison et à leur famille. Ils représentent environ 29% de la population totale. Les constructeurs sont des citoyens conscients. Ils prennent soin des traditions, ils respectent les règles et les lois. Leur principale hormone est la sérotonine, responsable de la recherche de socialisation et de stabilité. Le meilleur partenaire, un autre constructeur, comme ce type de personnalité, accorde une grande importance à la stabilité, à la sécurité, aux obligations. Ce type de relation est l'un des plus forts. Donc, j'arrête la lecture. Là, on voit que c'est un profil qui est contraire de celui explorateur que j'ai abordé il y a quelques instants. Donc, il y en a un qui cherche la stabilité, c'est-à-dire le constructeur, tandis que l'explorateur cherche continuellement la nouveauté. Donc, on voit que la dynamique est très différente. Donc, le conservateur, c'est plus comme le terme, le constructeur, pardon, j'ai dit ce que je voulais dire par la suite. Le constructeur me fait penser au profil plus conservateur qui peut exister, là, par exemple, sur le plan politique. Tandis qu'explorateur, au contraire, c'est des gens qui vont prendre des risques, qui vont être audacieux. Ici, conservateur, je l'entendais dans le sens de quelqu'un qui répète des choses qui ont été éprouvées par l'histoire, des théories solidement éprouvées. Donc, s'appuyer sur des assises du passé, des gens qui cherchent la stabilité, la fidélité, etc. Ensuite, je poursuis. Il y a le troisième profil, négociateur. Donc, négociateurs, c'est des gens qui sont généralement, c'est généralement spécifique aux femmes. Leur membre dominante est l'estrogène, bien que ce type soit également présent chez les hommes. Une intuition développée, du perfectionnisme, une bonne imagination. Ils sont très doués pour la planification à long terme et pour l'expression orale. Un niveau élevé d'empathie, de sensibilité, de capacité d'éduquer les enfants est un succès dans les sphères sociales qui requièrent les soins des autres. Environ 20% des hommes et 36% des femmes sont des négociateurs. Le meilleur partenaire, le directeur. Sa fermeté peut compenser la tendance au doute et à l'autocritique du négociateur. Fait que là, on tombe dans la complémentarité et je vais aborder naturellement le directeur.
L'hormone principale du directeur est la testostérone. Les directeurs sont créatifs, indépendants et sûrs d'eux. Ils se caractérisent par une pensée rationnelle, un esprit de compétence et de fermeté. Ils se fixent des objectifs et les atteignent. Ils n'ont pas peur de suivre leur propre voie, même si la société s'y oppose. Les femmes peuvent également représenter ce type, environ 10%. Les directeurs peuvent être d'excellents scientifiques et ingénieurs. Le meilleur partenaire, l'opposé du directeur, le négociateur, la tendresse et la patience du négociateur peuvent équilibrer la nature plutôt rigide du directeur. Donc, j'ai fait la lecture des 4 profils différents, fait qu'il y a des choses que je m'attendais. C'est sûr que le profil, directeur qui met l'emphase sur la testostérone, puis là, c'est essentiellement des hommes, je m'attendais à ça. Fait que là, ça me fait penser au profil là, plutôt de type pensée, analytique, le directeur, tandis que le négociateur, ben, c'est plutôt le profil empathique, à l'écoute des émotions, le profil qui va développer plus ou mettre l'emphase plus sur l'intelligence émotionnelle, négociateur, qui est plus souvent associé à la femme, qu'on va retrouver, par exemple, dans le domaine de la relation d'aide, l'éducation des enfants, entre autres. C'est intéressant à voir que 4 profils comme ça. Et je poursuis encore la lecture. Chaque personne correspond à un type principal. Certaines auront aussi un deuxième type supplémentaire. Si tu trouves en toi des caractéristiques de 2 types en même temps, cela signifie que l'un d'eux est le principal et le second est complémentaire. Pour finir, il faut définir le type de ton partenaire et sa compatibilité. Pour te faciliter la tâche, tu peux passer le test sur le site web dédié à l'un des livres de Hélène. Là, fait que c'est ça qu'il propose là, à la fin de l'article. Chose que j'ai faite. Donc, j'ai passé le test et dans mon cas, mon résultat, c'est constructeur, puis également là, de type directeur. Donc, je dis constructeur parce que c'est en anglais, là, builder, parce que c'est ça qui me sort. En fait, constructeur, ben c'est ça rejoint mon profil, puis je me reconnais plus là-dedans. Je suis plus quelqu'un qui cherche la stabilité en général que les situations extrêmes. Là, je fais pas du saut en parachute, en bungee ou des trucs comme ça. Ça m'attire pas. Je suis plutôt calme, de type méditatif. Et probablement que ma compagne aussi est du même profil que moi, là. Donc, bref, ça peut être intéressant comme test à faire. Puis, moi, ça m'amène des prises de conscience. Puis, des fois, je vois ça à travers des patterns de comportement de gens que je rencontre au fil du temps. Donc, c'est sûr que si je fais un parallèle entre cette théorie-là et la théorie qu'on va appeler du riz à sec, la typologie Hollande qui permet de déterminer différents profils de personnalité que fait École. C'est une théorie qui date de plus de 75 ans. Donc, le riz à sec, réaliste, investigateur, entrepreneur, conventionnel et également artistique. Donc, il y a différents autres profils. Le profil plus qu'on va appeler entreprenant, des gens qui aiment relever des défis, vendre, convaincre, persuader. Ça rejoint le profil explorateur qui carbure à la dopamine et le profil conventionnel qui aime les activités organisées, structurées, suivi une méthode de travail, avoir des consignes claires, donc des éléments prévisibles, rejoint le profil conventionnel. Le profil, constructeur rejoint le profil conventionnel, je trouve. Parce que dans les deux cas, ils cherchent la stabilité. Donc, il y a des parallèles qui peuvent être faits, tout ça pour vous dire, avec d'autres théories. Donc, c'est ça, c'est des gens qui connaissent la typologie Hollande ou également d'autres théories liées à la personnalité. Donc, entre autres, la théorie là, par rapport à le type plus intuition qui va être associé, comme je le disais tantôt, ou sentiment, feeling en anglais, au négociateur, puis thinking ou pensée à directeur, ben là, ça nous permet de faire des liens. Donc, c'est ça que je voulais mentionner. Puis, lire ça, c'est sûr que c'est une théorie qui, dans le domaine de la psychologie,
Bon, j'ai tombé là-dessus sur Internet, mais c'est pas nécessairement très répandu. Mais je pense que, en lisant ça, que oui, le type d'hormone qui prédomine au niveau du cerveau a beaucoup d'incidence. Et c'est la raison pour laquelle là, je pense que ça peut être intéressant là, de prendre ça en considération. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.